Monsieur Galis, Monsieur Benatala, bonjour. 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 Vous avez décidé de commun accord de revenir à l'immersive et je m'en réjouis. Cette immersive conjointe aura certainement une autre saveur. Nous allons aborder des thématiques en relation avec l'actualité internationale. Une actualité internationale qui est toujours dominée par la crise ukrainienne, une crise où la diplomatie a fait défaut. Euh, il faut beaucoup de temps pour développer toutes les tentatives non abouties, hein, malgré bon gré. Mais on va ramasser cela autour de la diplomatie française, peut-être la politique étrangère de la France. Mais avant, je vous donnerai la parole à chacun pour réagir à une autre actualité ici à Bruxelles. Et je veux parler bien sûr du scandale de corruption qui a frappé en plein fouet le Parlement européen à Bruxelles. Monsieur Galis. Oui, écoutez, je serais tenté de dire avec un humour noir, mais de temps en temps, l'humour peut avoir son utilité, que c'est le lot de la démocratie de marché. En fait, nous sommes dans un système économique où tout s'achète et tout se vend, y compris les hommes et les femmes politiques. C'est le tout marché. Donc si tout s'achète, le pétrole, le gaz, les biscuits, pourquoi pas aussi les hommes politiques? Je crois qu'il faut quand même rappeler, vous le savez certainement, qu'à Bruxelles, il y a plus de lobbyistes que de parlementaires. Bon, Oui, je crois que je confirme. c'est le système lui-même qui est perverti. Après, on peut trouver des boucs émissaires et des canards boiteux, mais on ne résout pas le fond du problème. Le fond du problème est qu'on a calqué le modèle européen sur le modèle américain, on a légitimé les lobbies, et on les a légitimés en faisant des déclarations d'intérêt, alors qu'il devrait y avoir interdiction de cumul d'intérêts. Tout simplement, on ne peut pas être à la fois les représentants du peuple et le représentant d'intérêts particuliers. Donc, je crois qu'on vise à côté, que la justice va se défouler sur une partie de la classe politique. J'espère que le parquet bruxellois va aller jusqu'au bout et que ça va remonter jusqu'à Madame von der Leyen, qui n'a toujours pas expliqué pourquoi elle a effacé les messages qu'elle a eus avec Pfizer. Vous comprenez? Parce que c'est très gentil de faire ce spectacle, de demander à la présidente qu'elle mette de l'ordre. Mais le premier ordre qu'elle devrait mettre, c'est devant sa propre porte. Et elle ne l'a pas fait. Donc il y a une espèce d'impunité au sommet, comme souvent. Et moi, je trouve que c'est pitoyable de se résoudre à cet aspect partiel des choses. Très bien, et je confirme qu'à Bruxelles, de mémoire, il y a 25 000 lobbyistes contre 705 députés européens. Voilà. À vous la parole, Monsieur Ben Natala. Bien, écoutez, je rejoins tout à fait le point de vue de monsieur Galif. Et pour avoir arpenté le labyrinthe strasbourgeois et bruxellois, j'avais bien entendu à l'époque, comme tout un chacun, entendu des bruits qui couraient sur des personnalités politiques. Du reste, je voudrais d'abord distinguer le Parlement, l'institution en tant que telle, qui est pour moi un forum démocratique extraordinaire avec un concentré d'intelligence, et j'ai pu participer à et écouter des débats de très haut niveau, et je regrette que l'institution soit entachée par ces pratiques qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est le fait que des parlementaires aient été pris sur le fait et que la justice en soit saisie très rapidement. Alors, j'entendais bien entendu des bruits de couloir sur les connexions et les relations très rapprochées de députés avec certains pays, mais aussi ce qui est évident, et l'Algérie en a souffert en particulier, l'action d'ONG qui travaillait pour compte, en particulier sur les droits de l'homme, et dans le scandale en l'espèce, il y a
paradoxalement ou curieusement, c'est très amusant, c'est dire comment les mécanismes démocratiques sont complètement pervertis. Et en l'espèce, il y a un des accusés pris en flagrant délit sur lequel la justice enquête, c'est cette grande ONG basée à Bruxelles, qui s'est spécialisée dans la défense des droits de l'homme, qui est présidée par un ancien président de la Commission des droits de l'homme, qui est basé à Bruxelles. Et au sein de son conseil d'administration, il y a des personnages illustres, des anciens commissaires, un prix Nobel de la paix. Et donc, peut-être que c'est là, ils ont rejoint cette ONG, je présume, en toute naïveté, en toute bonne foi, mais ils devaient ignorer que cette ONG a bénéficié d'un financement extérieur et qu'elle travaillait pour compte. Donc, une ONG sous couvert de droits de l'homme, mais qui opérait dans un terrain, sur un terrain politique extrêmement nuisible. Alors, elle s'appelle Fight Impunity, basée à Bruxelles, où on a très peu de renseignements sur elle. Quand vous allez sur son site, il y a très peu de choses. Et elle a conduit des activités apparemment pour le compte d'une puissance extérieure, étrangère, au sein même du Parlement européen. Elle y a associé le représentant de l'Union européenne sur les droits de l'homme, elle y a associé des personnalités illustres, et donc je présume que tout ce monde ignorait pour qui elle roulait, mais elle n'est pas le seul. Sur d'autres terrains aussi, j'ai pu le constater moi-même, mais évidemment, on n'avait pas de preuves de députés ou d'ONG qui travaillaient sur ordre. Eh bien, il faut se féliciter que pareille opération judiciaire soit déclenchée, mais pour autant, et la dernière fois, vous vous rappelez, on avait discuté ensemble d'une liste de 17 députés qui s'en étaient pris à l'Algérie, et l'un d'eux, un Français, Glucksmann, eh bien, il se trouve qu'il est ciblé, il a été ciblé ce matin même au sein du Parlement européen par d'autres députés qui lui ont demandé de quitter le Parlement parce que son épouse, précisément, a été prise en flagrant délit avec des millions de dollars dans la valise. Et lui-même, curieusement, disait n'être au courant de rien, le pauvre. Il est très, très innocent, mais pourtant... Et je présume que cela se sait. Et comme dans les grandes institutions, il y a la loi du silence, il y a l'omerta. Ça n'est pas tout à fait nouveau. Alors cela, c'est un premier aspect de corruption. Le deuxième aspect, ce sont les conflits d'intérêts, bien évidemment. Donc j'ai cité les États, les ONG, mais il y a aussi des conflits d'intérêts. Donc beaucoup d'eurodéputés, et j'en ai vu de près, qui travaillaient pour des lobbies, pour les grandes entreprises, qui intervenaient pendant les débats, au moment où les directives étaient en préparation, et même au sein de la Commission. Rappelez-vous tout simplement les conflits d'intérêts. Un ancien président de la Commission européenne, M. Barroso, qui tout de suite, à la fin de son mandat, s'est retrouvé dans le conseil d'administration d'une grande banque privée américaine. Plus largement encore, le chancelier Schröder, qui, à la fin de son mandat aussi, s'est retrouvé dans le conseil d'administration de Gazprom. Nombre de responsables de la Commission européenne qui, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient en contact avec des lobbyistes, et le lendemain, à la fin de leur fonction, ils étaient recrutés dans les mêmes grandes compagnies. Donc tout cela en réalité n'est pas nouveau. Et le problème de fond, comme l'a dit M. Galis, c'est cette maladie de la corruption qui gangrène le fonctionnement de la démocratie en Europe et au sein du Parlement européen en particulier. Et je rappelle que toutes les personnes jusqu'à présent déjà écrouées ou citées par le juge belge, qu'ils soient députés européens ou assistants parlementaires, ont deux points communs. Un, ils sont tous italiens ou d'origine italienne, sauf Eva Kaili, la désormais ex-vice-présidente du Parlement européen qui est grecque, mais son compagnon est italien. Et le deuxième point commun, ils sont tous du même groupe politique, c'est-à-dire les socialistes et démocrates. Donc le deuxième plus grand groupe
au Parlement européen. Et puisque vous avez évoqué Raphaël Glucksmann, effectivement, un autre, et ça c'est selon moi, puisque je suis accréditée aux institutions européennes, et c'est la première fois, je pense, si je ne m'abuse, que j'entends un député européen, c'est vrai, pas du même groupe politique, pas de la même famille politique, il s'agit d'André Rouget, mais qui est français, comme son concitoyen Raphaël Glucksmann, qui va en 30 secondes passer et il s'adressait à la présidente du Parlement européen et c'est public et c'est parce que c'est public et pour être fidèle à monsieur Rouget, à André Rouget et à la demande de beaucoup de nos auditeurs, je vais très très vite lire les propos ce matin, hier matin ou ce matin, je ne sais plus. Non, c'était hier dans la matinée, durant la séance plénière au Parlement européen de Strasbourg. Alors André Rouget, il disait « Charité bien ordonnée commence par soi-même, bien qu'il n'ait pas hésité à vendre ses services à une puissance étrangère, Raphaël Glucksmann s'érige en donneur de leçons alors qu'il n'a rien vu chez ses camarades socialistes aujourd'hui. Notre collègue, il veut parler de Raphaël Glucksmann, veut lancer une opération main propre, mais quelle explication a-t-il fourni lorsque son ex-femme donc, fut interpellée avec plusieurs millions de dollars dans ses valises? Qu'a-t-il répondu à la présidente de Géorgie, le pays où son épouse était vice-ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il s'était donné en tant que mari, est-ce qu'il s'était demandé en tant que mari qu'en était-il des excès de la police, des tortures dans les prisons géorgiennes et la situation des droits de l'homme? Madame la Présidente, donc c'est Monsieur Rouget qui interpelle la Présidente du Parlement européen. Madame la Présidente, vous nous avez dit que vous vouliez secouer le Parlement, alors faites en sorte que M. Glucksmann ne puisse plus présider la commission 1G. Et la commission 1G, en fait, c'est la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Ben voilà, c'est vrai que M. Glucksmann, avant d'être en couple avec ma consoeur Léa Salamé, la franco-libanaise, journaliste, il a été marié avec la vice-ministre de l'Intérieur de ce pays qui s'appelle la Géorgie, et avec elle, il a eu un fils. En 2014 déjà, il va vivre en Ukraine. Il va soutenir la révolution orange à Kiev. Sa femme, géorgienne, ça c'est une grande première, et c'est sans précédent jusque-là. Sa femme, elle va adopter la nationalité ukrainienne et elle est nommée vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Et elle est donc la première femme à avoir intégré les gouvernements de deux pays différents. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à ça, mais moi j'ai envie de passer directement à un autre sujet, à la politique étrangère de la France. Emmanuel Macron, il a fourni beaucoup d'efforts, il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup de monde. Monsieur Benatala, que pensez-vous de la politique étrangère de la France, ou plutôt de la diplomatie macronienne, si vous voulez? Écoutez, c'est assez complexe et la réponse ne peut pas être simple. Bien évidemment, je suis assez mal placé pour porter un jugement. Et ce que je pourrais dire, ce sont des observations préliminaires que j'ai faites ces derniers temps. Mais à partir d'un échantillonnage, je ne pourrais certainement pas me prononcer sur toute l'action diplomatique du président Macron.
Mais j'ai fait quelques sondages, quelques déplacements sur des discours, sur ces postures diplomatiques, ces effets de représentation. Et donc c'est assez partiel comme observation, mais voilà, je vais vous livrer un peu mes observations préliminaires. Alors, je ferai, comment dirais-je, en tant que diplomate, donc je sais que tout diplomate qui commence par le haut ou qui commence par le bas est en général guetté par deux syndromes. Surtout lorsqu'on commence par le haut et qu'on prend des raccourcis dans l'information diplomatique. Et le président Macron est le diplomate en chef de son pays. Alors, il y a deux syndromes, je dirais, qui nous guettaient dans ce métier. C'est d'abord celui de la diplomatie infuse, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive du jour au lendemain au niveau de responsabilité, il y a une sorte de réaction psychologique qui fait que venant de notre monde, subitement, on s'adresse au monde entier. Le monde entier vous écoute. Vous êtes face à des représentants de nations qui ont souvent plus d'expérience que vous. Et alors, il y a une sorte de réaction psychologique qui s'opère, qui fait que je suis dans la cour des grands, donc je sais. Et cela peut provoquer en quelque sorte des dérives dans le langage. Et j'ai pu le constater. Et j'ai sans doute eu le premier indice que j'ai eu à ce sujet, c'est une réaction de fonctionnaires anonymes du Quai d'Orsay qui, à l'époque où il y a eu quelques perturbations au sein du Quai d'Orsay, qui disaient que paru dans la presse d'ailleurs, qui disait que le président français n'avait pas d'épaisseur historique, n'avait pas d'épaisseur diplomatique, et qu'il avait tendance à se hasarder, qu'il ne puisait pas dans l'historique, dans l'héritage diplomatique du Quai d'Orsay, qui est assurément une très grande école de ce point de vue. Et donc, le message était qu'il travaillait un peu en solo. Donc cela est possible et j'ai pu le vérifier maintes fois. Le deuxième syndrome qui arrive souvent, surtout à haut niveau, c'est qui consiste à se laisser emprisonner par la réaction de l'instantané, sous l'emprise un peu des réseaux sociaux. Et il arrive souvent que ces représentations ne véhiculent pas de message diplomatique. C'est ce que j'appellerais l'image sans message, donc la multiplication des représentations, les apparitions, les mises en scène, souvent des effets de manche, mais décodées d'un point de vue diplomatique, elles ne rapportent pas grand-chose. Donc cela fait partie un peu du jeu à haut niveau en direction de l'opinion publique, qu'on veut désinformer, mal informer ou parfois enfumé, pardon. Et donc, il n'y a pas nécessairement de return ou de plus-value sur un plan diplomatique. Je l'ai constaté maintes fois dans ces apparitions avec des représentants de la société civile, surtout africains. Et il a, pour un chef d'État, en discussion libre, ce n'est pas toujours recommandé, en discussion libre avec des représentants de la société civile qui se fait malmener, dire toutes les vérités que les chefs d'État ne lui décochent pas, eh bien, je trouve que c'est assez imprudent à ce niveau d'enjeu et de représentation d'un pays. Alors ça, ce sont les deux syndromes qui guettent en général les diplomates de haut rang. Alors, à part cela, j'ai essayé sur la base donc de cet échantillonnage, de faire une esquisse du profil diplomatique, de son profil diplomatique. Alors, la première caractéristique, elle est en rapport, je reviendrai après si c'est bien sûr, est en rapport avec ces déplacements au Liban,
ses déplacements, son travail sur la Libye, son travail sur l'Algérie, son travail sur le Rwanda, ses déplacements à Djerba pour la francophonie et un certain nombre de déplacements en Asie. Donc cette première caractéristique, c'est qu'il a tendance à faire du benchmarking dans la matière diplomatique. Ça n'est pas simple de faire du benchmarking, c'est-à-dire de s'adresser à un auditoire, de faire une ordonnance, de dicter les modèles, comment cela va se passer, de faire un timing, de fixer des objectifs. Or, la seule chose dans le métier qu'on ne peut pas toujours maîtriser, c'est la variable et le comportement des partenaires que vous avez en face. Vous ne savez pas toujours comment le partenaire va réagir et vous ne savez pas quelle est son histoire, sa sociologie, son mode de prise de décision. Cette méthode du benchmarking et de fixer une feuille de route avec des objectifs planifiés, cela ne fonctionne pas toujours dans la matière diplomatique. C'est une méthode, mais lorsqu'elle est mal faite, elle ne donne pas de résultat. La deuxième chose, c'est la tendance à la conversation libre. À mon avis, dans la matière diplomatique, on n'est pas tenu de faire de la conversation libre et a fortiori de polémiquer dans les réseaux sociaux avec des influenceurs qui ne sont pas d'accord avec vous et qui reflètent l'état d'une opinion publique, surtout africaine. C'est surtout des influenceurs africains qui étaient sur le front et qui disaient ce qu'ils pensaient, ce que même des chefs d'État africains pensent et que eux-mêmes disent en direct. Le troisième caractéristique, j'ai remarqué que dans quelques discours, il y avait une similitude entre son langage et le langage américain. Plus particulièrement dans ses déplacements en Asie, s'adressant à des chefs d'État du G20, donc des pays émergents, des pays influents, des pays qui montent en puissance, à qui il donne des leçons. Et alors, il m'a semblé qu'il avait incorporé plutôt dans son langage des concepts américains sur lesquels je reviendrai après, en tout cas dans son analyse de la situation en Ukraine. C'est comme s'il avait une application américaine dans son discours, un peu pour se mettre dans le sillage de la diplomatie américaine. Et je l'ai remarqué en particulier, je reviendrai tout à l'heure si nécessaire, le parallèle que j'ai fait entre le discours de doctrine, que j'ai appelé discours de doctrine du secrétaire d'État à la Défense Austin, lors d'un symposium sur la sécurité internationale au Canada, et ce que le président Macron a dit dans ses déplacements en Asie. Il y a presque un rapprochement, une convergence sur les mêmes termes. Et là, cela donne un peu une idée du changement entre le langage gaulien et le langage macronien. La quatrième caractéristique, c'est ce que j'ai appelé le président marchand de mémoire. Marchand de mémoire qu'il a commencé à appliquer au Rwanda et qu'il applique à destination dans sa diplomatie envers l'Algérie. Marchand de mémoire qui consiste en ceci, c'est de se présenter en chef d'État qui est venu effacer presque l'ardoise du colonialisme, de dire quelques mots et de tendre la main pour avoir des marchés en introduisant de grandes sociétés dans le pays pour prendre des marchés. Alors, c'est de mon point de vue, bien entendu, j'ai assisté à des entretiens de chefs d'État, des ministériels, c'est la première fois que je vois ce que j'appellerais la diplomatie grosse ficelle et grosse sabot. C'est tellement énorme que je trouve cela à la limite indécent et pour moi cela n'est pas fiable ni sustainable, comme selon le mot qu'il a prononcé dans cette court entretien avec Biden lors de sa dernière visite, cela n'est pas durable. Très bien, on va faire réagir aussi M. Gallis. M. Gallis, votre grille de lecture à vous par rapport à la diplomatie macronienne, j'ai retenu 2 ou 3 grands mots ou grandes phrases de M. Benatala. Il a dit que Macron
n'aurait pas d'épaisseur historique, qu'il y aurait une similitude de langage entre Macron et Biden. Il a dit qu'il y a donc une convergence de vues entre l'Amérique de Biden et la France de Macron, et il a dit que là, il a noté cette différence entre le langage gaullien ou gaulliste et le langage macronien ou macroniste. Et là, j'ai aimé la dernière phrase, il a parlé de grosses ficelles et de gros sabots. À vous, monsieur Galissa. Merci. Et je rappelle que vous êtes français, donc ça tombe très bien. Oui, je suis citoyen français et contribuable français, c'est-à-dire que je paye, y compris les âneries de mes dirigeants. Un mot avant, si vous voulez, sur la question du Parlement européen, parce que ça me paraît important. J'espère vivement qu'on ne va pas seulement taper sur les minoritaires et sur les pauvres. Parce que taper sur les Italiens, taper sur les Grecs, taper sur les socialistes, c'est bien. Quand on tapera sur les puissants, c'est-à-dire des Allemands, des Français, et quand on verra aussi les donneurs d'ordre du côté des États-Unis et pas simplement du Qatar et du Maroc, je serai quand même plus rassuré. Parce que pour le moment, il me semble qu'il y a une forte asymétrie dans le zèle de la police et de la justice. Attendons voir la suite des événements. Mais je tiens à faire cette remarque parce qu'elle me paraît importante. Qu'on ne tape pas toujours sur les petits, c'est quand même une tendance de l'époque. Deuxième sujet, alors pour en revenir à ce que disait monsieur Benatala. Moi, mes observations seraient les suivantes et elles rejoignent les siennes. Je me souviens qu'avant d'être élu président, avant son premier mandat, M. Macron s'était situé au plan international sous l'égide du gaulo-mitterrandisme. Il avait dit que sa perspective serait gaulo-mitterrandienne. Donc je crois que la première exigence que l'on peut avoir à son égard, c'est de confronter sa théorie et sa pratique, son affirmation de départ et puis la réalité, parce que maintenant, ça fait quand même 6 ans et demi qu'il est aux commandes. Alors, moi, je ne vois pas le moindre gramme de gaullisme dans ce qu'il a fait. Et je vois qu'une dose très relative de mitterrandisme. Mais peut-être il serait plus proche du mitterrandisme que du gaullisme. Ça, c'est quand même une affirmation que l'on peut étayer à travers quelques éléments. Je vais en ajouter d'autres par rapport à ce qu'a dit M. Benatala. D'abord, je voudrais dire que pour comprendre le macronisme, je pense qu'il faut 2 paramètres. Il faut un paramètre, je dirais, psychologique et un paramètre historique, politique. Le paramètre psychologique, sans vouloir faire de la psychanalyse sauvage ou de la psychologie sauvage, c'est de remarquer que M. Macron, finalement, c'est un remarquable comédien. Il a pris des cours de théâtre, d'ailleurs, avec son épouse Brigitte quand il était jeune, et je crois que c'est la meilleure formation qu'il ait eue, c'est une formation de comédien. Et c'est d'ailleurs propre à un grand nombre de dirigeants politiques de par le monde. Hein. On a eu Reagan par le passé, on a eu Zelensky maintenant, qui étaient des battleurs, des comédiens, et ils ne dérogent pas. En dehors de ça, sur sa formation personnelle, je dirais que c'est monsieur comme pour communication et comme pour comptabilité. En fait, Macron, c'est un condensé de 2 qualités qui sont très prisées aujourd'hui. C'est la communication, M. Benatala disait l'image sans message, je crois que c'est assez juste, et puis la comptabilité. Mais comptabilité qui est un sous-ensemble de la finance, qui est elle-même un sous-ensemble de l'économie. La comptabilité, c'est bien, il faut savoir faire l'analyse d'un bilan, mais après, il faut situer ça dans un contexte plus large, dans une dynamique. Or, M. Macron, il est incapable de ça. Il a laissé se déliter l'industrie française. Rappelons quand même qu'il était conseiller du président François Hollande avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances et avant de se retrouver président de la République. Bon, ça c'est pour désigner un peu son profil personnel, ses qualités et ses distorsions
intellectuelle. Deuxième caractéristique, deuxième groupe de questions, c'est que c'est un homme qui n'a pas de formation politique à l'État. On est allé quand même, et si on prend ce qui s'est passé depuis 15 ans, on est passé d'homme d'expérience. On peut être d'accord avec ce qu'il faisait ou pas, c'est un autre débat. Mais enfin, quand on avait De Gaulle, quand on avait Mitterrand, quand on avait Chirac, on avait des gens qui avaient été un grand nombre de fois ministres, secrétaires d'État, et qui connaissaient la machinerie étatique de l'intérieur pendant 1, 2, 3, 4 décennies. Avec Mitterrand, c'était 4 ou 5 décennies quasiment, quand il est arrivé aux affaires. Il avait été ministre à 30 ans. Il a très mal géré un certain nombre de dossiers, y compris le dossier algérien, puisqu'il a fait décapiter un certain nombre de rebelles, comme disait la justice française. Bon, ne revenons pas là-dessus, mais quelles que soient ces expériences, qu'elles aient été positives ou négatives, ils en avaient des expériences. Et c'est mieux d'avoir même des mauvaises expériences que pas d'expérience du tout. On a commencé à dégringoler avec Sarkozy, qui avait fait un passage éclair dans l'administration, que ce soit au budget ou au ministère de l'Intérieur. On est arrivé à François Hollande, qui n'a jamais été ministre. C'est la première fois dans la Ve République qu'on a eu un président de la République qui n'a jamais été ministre. Il a été conseiller de président, il a été président d'un conseil général, très bien, mais c'est quand même pas tout à fait le même format pour gérer la politique internationale. Et puis on est arrivé à Macron, qui n'a jamais été conseiller municipal. Je veux dire, c'est l'échelon premier de la vie politique française. Donc, si vous voulez, moi je trouve ça quand même grave qu'on ait nommé un homme jeune, sinon un jeune homme, qui n'avait pas de passé. Et un homme qui n'a pas de passé, il n'est pas lesté au sens d'une montgolfière ou d'un ballon qui est lesté. Il n'a pas de pesanteur historique. Comment vous voulez demander à un homme qui a à peine 40 ans, c'est pas de sa faute, je lui en fais pas. D'ailleurs, dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, je crois qu'il est même prescrit que le candidat peut pas avoir moins de 40 ans. Bon, je trouve que c'est raisonnable. On pourrait dire qu'il ne devrait pas avoir plus de 80 ans peut-être aussi. Très bien, mettons une limite inférieure et supérieure. Mais ça, c'est le deuxième paramètre qui explique le macronisme et qui explique sa versatilité. C'est-à-dire quand on n'est pas soi-même lesté par une certaine histoire personnelle, on est soumis au courant dominant. On est comme un bout de bois dans la rivière, on va là où nous porte le courant, que ce soit les courants aériens ou les courants de la rivière, peu importe. On est soumis dans les courants. Et ça, c'est une deuxième faiblesse de Macron. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ceux qui l'ont mis en place l'ont choisi. C'était parce qu'il était plus facilement manipulable. En fait, Macron est une existence précaire, en quelque sorte. C'est un homme instable, c'est un homme fragile, et ça me paraît caractéristique. J'ajouterais d'autres éléments qui aggravent son cas ou qui l'illustrent, en quelque sorte. J'ajouterais, pour aller appuyer ce que disait M. Benatala, qu'il a été intronisé par une vidéo du président Obama. Je suis toujours surpris que les Français passent autant de temps à chercher des ingérences russes, parodiant la classe politique américaine, mais que personne ne se soit ému qu'un président des États-Unis en exercice se permette de s'inviter dans les élections françaises en faisant une vidéo pour recommander aux électeurs français de voter Macron. Vous le savez, ça? Ouais. Bon, ben je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Comme si on s'occupait de désigner le candidat aux élections en Algérie ou ailleurs. C'est tout simplement impardonnable, inadmissible, inexcusable. Bon, je continue. Il y a un événement quand même dont il faudrait dire un mot. C'est la récente déclaration d'Angela Merkel sur Minsk. C'est quand même une bombe diplomatique, cette histoire. Parce que finalement, la guerre en Ukraine, par quelque bout qu'on la prenne et quel que soit le pourcentage de responsabilité qu'on puisse mesurer dans le comportement des uns et des autres. Il y a quand même une chose qui est indiscutée par tout le monde,
c'est le fait que si les accords de Minsk avaient été mis en œuvre, c'est-à-dire une reconnaissance de la minorité francophone, c'est-à-dire une fédéralisation du système politique ukrainien permettant de faire sa part à la diversité historique, linguistique et culturelle, nous n'en serions pas là. Or, Madame Merkel, qui a la réputation d'être une femme modérée, sensée, responsable, et elle l'a d'ailleurs montré à quelques exceptions près dans l'essentiel de sa vie politique, cette femme, ancienne chancelière de la première puissance européenne, vient de déclarer tranquillement dans un journal que les accords de Minsk étaient faits pour ne pas être appliqués. En gros, elle a dit, ces accords étaient faits pour donner le temps aux Ukrainiens de muscler leur armée, donc de se préparer à la guerre. Donc, Monsieur Galis, pardonnez-moi, oui, j'aimerais tellement qu'on revienne tout à l'heure et en détail, parce que c'est très important, oui, qu'on revienne donc sur l'aveu de l'ancienne chancelière, Madame Merkel, sur le piège des accords de Minsk. Mais j'ai envie de faire réagir Monsieur Benatala pour rester encore avec Monsieur Macron par rapport à ses actions ou son action diplomatique dans un certain nombre de pays du Proche et Moyen-Orient et de l'Afrique. Monsieur Benatala, vous en avez cité quelques-uns. Vous avez parlé de Liban, de Libye, de Rwanda et d'Algérie. Et puis après, on reviendra, je vous promets, Monsieur Galis. Non, mais juste un mot. N'oublions pas que Macron était co-garant des accords de Minsk. C'était là que je voulais en arriver. Tout à fait. Je ne voulais pas développer Merkel. Je voulais dire que les accords de Minsk avaient deux garants, deux puissances tutélaires, l'Allemagne et la France. Or, j'aimerais savoir ce que M. Macron, lui, pense des déclarations de Mme Merkel. Je ne l'ai pas entendu. Voilà. Et on n'a pas entendu de réaction non plus à ce sujet dans les chaînes de télévision françaises mainstream. Absolument. Alors, à vous, M. Benatala. Je remercie M. Galis de me fournir cet éclairage franco-français. C'est un angle de vue que je n'aurais pas osé développer, mais je le remercie quand même de ces précisions importantes. C'est vrai que l'opinion publique a parfois la mémoire courte et qu'on perd de vue qu'il y a une certaine continuité historique en politique intérieure ou en politique extérieure. Alors, j'avais, avant de rentrer peut-être dans l'illustration de ce que j'ai avancé tout à l'heure, je voudrais revenir d'abord évoquer un peu le langage diplomatique du président Macron, ou ce que j'ai appelé les pépites politiques sans valeur ajoutée diplomatique. J'ai écouté nombre de ces discours de ces dernières semaines, un peu partout. Et dans chacun de ces discours, bien entendu, je reste sur mon terrain, je ne dirais pas sur le terrain franco-français, je reste sur le terrain diplomatique que j'ai connu. Alors, il y a dans chacun des discours, il y a un mot qui sort pour attirer l'attention, mais qui en réalité n'a aucun contenu diplomatique. Je vais en citer quelques-uns. Lors de sa visite à Washington, le mot qui est revenu, c'était synchronisation. Alors, synchronisation, c'est la première fois que j'entends cela. Je ne sais pas s'il voulait dire coordination entre les États-Unis et l'Europe, ou alors synchronisation. Parce que synchronisation en termes de timing, c'est soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, et dans les deux cas, c'est faux. Alors, et je l'ai encore écouté dans une vidéo, il a voulu faire le point avec le président Biden sur le fait que les États-Unis ont adopté une loi favorisant les entreprises américaines et donc favorisant la concurrence et pénalisant les entreprises européennes dans le contexte de la guerre en Ukraine et de transition écologique. Alors, lorsqu'un diplomate français sous couvert d'anonymat disait qu'il n'a pas d'épaisseur historique, cela se vérifie là aussi, parce que j'ai en mémoire un entretien entre le secrétaire d'État au Trésor à l'époque américain et une délégation européenne,
lors du décrochage du dollar de l'étalon or. Alors, c'était un peu la même réaction qu'aujourd'hui. Alors, ils sont allés se plaindre à Washington du fait que le président Nixon avait pris une décision unilatérale de décrochage. Alors, s'adressant lors d'un entretien avec le secrétaire d'État au Trésor, celui-ci leur a dit, écoutez, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, le dollar est notre monnaie, le reste, c'est votre problème. Nous sommes, débrouillez-vous. Nous, on agit unilatéralement, selon nos intérêts. Les intérêts européens nous importent peu, alors c'est à vous de vous débrouiller. C'est un peu la même situation. Il faut simplement faire des retours en arrière pour avoir cet éclairage. S'il avait eu cet éclairage, peut-être qu'il n'aurait pas posé cette question, et d'ailleurs, il n'a pas eu de réponse. Ça, c'est le premier mot, la première pépite que j'ai relevée. La deuxième pépite, c'est la troisième voie. Franchement, je ne sais pas ce que cela signifie parce qu'elle n'a pas été développée. Ça a été énoncé dans un discours devant le G20 ou c'est ça, devant les pays du G20. La troisième voie, il voulait sans doute dire c'est la France devant se situer, se positionner entre la Chine et les États-Unis. Dans le contexte indo-pacifique, mais il n'a pas développé ce que cela signifie. Et vous savez, en matière diplomatique, il y a trois éléments à avoir en considération qu'on doit toujours se poser lorsqu'on énonce des choses comme ça. Un, quel est votre pouvoir d'influence sur les événements? Est-ce qu'il en a? J'en doute. Deux, quelle est votre marge de manœuvre diplomatique dans une opération, lorsque vous entreprenez une opération? Qu'est-ce que vous pouvez faire et quelle est votre marge de manœuvre? Comment vous pouvez faire prévaloir votre point de vue dans un environnement qui ne vous est pas toujours favorable? Et c'est le cas. Et troisième considération, c'est quel résultat vous pouvez obtenir. Si vous voyez que cela ne mène pas à grand-chose, cela revient à faire des effets de manche. Et alors, à ce moment-là, c'est un contre-coup en termes de discrédit diplomatique. Alors, troisième voie, à l'évidence, si je prends ces trois éléments ces trois prismes de lecture, ce troisième voie ne signifie pas grand-chose. Donc, le contenu est creux. Autre concept qu'il a présenté, un ordre mondial unique. Je ne sais pas franchement, je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce qu'il est dans l'esprit des géniteurs du World Economic Forum de Genève, ces grands penseurs du futur ordre mondial unique dominé par les entreprises et notamment par les entreprises du numérique qui elles-mêmes ont infiltré les organisations internationales? C'était ça qu'ils pensent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de réaction et cela n'a été repris nulle part ni par les grandes puissances, ni par les puissances émergentes. Autre concept qu'il avance, celui-ci est récurrent, c'est cette notion d'architecture nouvelle architecture de sécurité. Là aussi, c'est soit qu'il est en avance sur son temps, soit qu'il est en retard. Parce que ça, c'est un débat ancien en termes de sécurité européenne. C'est un débat très ancien et il n'a pas trouvé de solution. En fait, la réponse est dans les faits. La nouvelle architecture de sécurité européenne est là, aujourd'hui, et elle est imprimée par les États-Unis dans le contexte de la guerre en Ukraine. Point. Ensuite, avec cela, avec le découplage de la relation entre la France et l'Allemagne, eh bien, de ce que je disais tout à l'heure, comptez vos amis avant de monter au front. L'allié le plus puissant de la France en cette matière, c'est l'Allemagne. Or, la France de Macron est en décrochage avec l'Allemagne sur un certain nombre de sujets. Et la preuve est aussi matérielle, outre l'engagement de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne ne passe pas commande à du matériel militaire français, elle passe commande auprès des États-Unis. Donc, il y a une alliance de fait nouvelle entre l'Allemagne et les États-Unis sur le terrain européen. Donc, il y a un décalage
entre la diplomatie macronienne et les nouvelles orientations stratégiques allemandes, l'Allemagne qui a débloqué, semble-t-il, va débloquer 100 milliards d'euros pour faire de l'Allemagne la première puissance militaire européenne, et sans concertation avec M. Macron. D'ailleurs, la France en est plainte, que l'Allemagne ne se concerte pas à ce sujet avec l'Allemagne. Autre pépite, sans valeur ajoutée sur le plan diplomatique, c'est cette fracture mondiale. C'est un concept qui est nouveau, qu'il est le seul à produire, qui n'a été repris par tout le monde, mais en tout cas sur un plan historique, le président français ignore peut-être que des fractures, il y en a. La première fracture qui s'est produite il y a quelques années, avant qu'il n'arrive aux affaires, c'est ce qu'on a appelé le conflit des civilisations. C'était une des premières fractures post-guerre froide qui s'est inscrite dans les fils. L'autre fracture, c'est la fracture nord-sud, entre pays développés, industrialisés et pays moins développés, surtout africains. L'autre fracture, c'était aussi la fracture entre les pays non alignés et les pays impérialistes. C'était aussi notre... Donc, il y a la société internationale est assez complexe et il faudrait la saisir dans toute sa complexité et ne pas la réduire à un concept générique qui n'a pas grande valeur dans sa portée stratégique. Autre pépite que j'ai relevé, et là je ferai un parallèle avec ce que le secrétaire d'État de la Défense avait dit, c'est cette guerre coloniale et impérialiste. Je pense que c'est le seul à prendre les choses comme ça. Il a prononcé dans son discours devant le G20, et sauf que il a peut-être omis, et souvent les grandes puissances, enfin en tout cas certaines grandes puissances oublient de se regarder dans la mémoire, et que la France est sans doute la dernière puissance néocoloniale, notamment en Afrique, et c'est pour ça qu'elle a très mauvaise image. Alors, dire que la Russie est en opération dans une guerre coloniale et impérialiste, c'est omettre aussi que la France a l'image, en Afrique en tout cas, de la dernière puissance néocoloniale en Afrique. Le plus évident, c'est disons l'élément le plus tangible, le plus simple, c'est le franc CFA. Que l'emprise de la France sur les pays d'Afrique occidentale par le franc CFA, elle est ce qu'elle est. Alors, j'ai écouté une déclaration de sa ministre des Affaires étrangères dire que la France va réagir pour contrecarrer l'influence russe en Afrique, parce que la Russie serait à l'origine de la dégradation de l'image de la France en Afrique. C'est un langage simpliste qui me laisse pantois. J'ai été 2 fois diplomate en Afrique de l'Ouest précisément, et l'image néocoloniale de la France remonte déjà aux années 70. Elle n'est pas liée à la guerre en Ukraine, elle n'est nullement liée à l'influence ou à la désinformation ou au narratif, comme cela est dit, à la fois par le président Macron et par sa ministre, au narratif russe en Afrique sur le compte de la France. C'est tout à fait... C'est un des éléments de langage, franchement, très simpliste. À mon avis, le niveau devrait être de relever, parce que la Russie, c'est considérer que les Africains ne sont pas dotés d'intelligence pour pouvoir faire la part des choses entre l'influence russe et l'influence française en Afrique. Ce langage devrait être révisé. Enfin, dernier exemple, dernière illustration, c'est le président français qui se présente toujours devant les pays de l'APEC et qui annonce que la France sera une puissance dans l'Indo-Pacifique. Et il annonce, c'est un effet d'annonce, et souvent les présidents... Non, et en l'occurrence, c'est un effet d'annonce dont il aurait pu se passer,
Parce qu'un chef d'État qui arrive devant un pareil auditoire dit ce que son pays va faire. On ne déclare pas, on ne dit pas ce qu'on annonce faire, on ne dit pas qu'on va réfléchir sur ce sujet qui consiste à positionner la France de l'Indo-Pacifique. On dit, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on fait. C'est ce que, par exemple, la Chine dit, c'est ce que, par exemple, le secrétaire d'État à la Défense, Austin, a dit, a déclaré, ce que j'appelle la doctrine Austin, a énuméré la stratégie américaine dans les années à venir dans l'Indo-Pacifique. Et il a dit en 2 temps, je le cite, la guerre en Ukraine est un warming up, c'est-à-dire c'est un échauffement par rapport à la grande confrontation, et je le cite aussi, the big one is coming, c'est-à-dire que la grande guerre arrive, et la grande confrontation arrive, c'est-à-dire la confrontation américaine et chinoise dans l'Indo-Pacifique. Alors, si vous contextualisez tout cela, le président Macron arrive un petit peu comme un petit poussé dans une bataille de géants dans l'immense Indo-Pacifique. Donc voilà sur ce sujet un peu du langage diplomatique que j'ai recensé dans la représentation diplomatique du président Macron. Très bien. Monsieur Galis, j'aurais voulu... Ma question n'était pas par rapport à l'action diplomatique, mais ce que vient d'apporter Monsieur Benatala est très intéressant. Moi, j'ai l'impression d'écouter un cours de marketing politique. Il a parlé de synchronisation et il a dit que pour lui, le président Macron ne sait pas vraiment ce que c'est. La troisième voie, c'est une coquille vide. L'ordre mondial est unique. Il ne sait pas vraiment où il va. Monsieur Benatala a cité aussi la nouvelle architecture de sécurité. Et pour Monsieur Benatala, c'est de la vieille histoire. La nouvelle architecture de sécurité européenne, elle existe et on en parle depuis les années 70. À vous, Monsieur Galis, éclairez nos lanternes, s'il vous plaît, sur l'action diplomatique de Monsieur Macron. Oui, encore une fois, je vais abonder avec d'autres éclairages, mais le résultat de la lumière est à peu près le même. D'abord, je voudrais revenir sur le vocabulaire. Je dis à mes étudiants toujours qu'il y a un triptyque qu'il faut garder en tête entre formuler, penser et agir. La bonne communication, ça n'est pas le lavage de cerveau, c'est pas la propagande outrancière, c'est pas les mensonges dans leur intégralité ou dans leur partie. C'est affiner subtilement comment je pense, comment je m'exprime et comment j'agis. S'il y a distorsion entre un ou deux de ces 3 éléments, le résultat est négatif. Alors évidemment, il faut savoir décrypter ce que M. Benatala essaye de nous inviter à faire, c'est de regarder un petit peu certains termes du champ sémantique, c'est-à-dire le dire, et puis le confronter à la pensée que cela exprime et à l'action que cela induit. Ce triptyque est important. Alors, je vais le prolonger avec l'expression délicieuse convergence de vues, qui rejoint d'ailleurs la synchronisation. Là, il faut traduire. Et traduire en langage non diplomatique, moi je suis chercheur, je ne suis pas diplomate, donc je peux me laisser aller. J'appelle ça, moi, l'alignement. Évidemment, dire qu'on est en convergence de vues avec les États-Unis ou se mettre en convergence de vues, en fait, la plupart du temps, ça veut dire l'alignement. Je m'aligne sur les États-Unis, ce qu'on fait d'ailleurs depuis le retour de la France dans l'OTAN, la diplomatie française. Le vrai tournant, c'est l'un des tournants, parce qu'en réalité, on pourrait remonter plus loin, mais il y a quand même dans l'époque récente, le tournant du retour de la France dans l'OTAN. Alors, ça m'amène au deuxième point, le colonialisme. Là, je trouve ça assez savoureux de la part du président Macron de donner des leçons d'anticolonialisme, alors sans même remonter à la douloureuse histoire franco-algérienne. Restons dans un passé plus récent, la Libye. C'est quand même assez extraordinaire que cette espèce de coup d'État, regime change, comme on dit élégamment en langage anglo-saxon, a eu lieu sur une initiative totalement inadmissible, c'est-à-dire
D'abord, un lavage de cerveau, Infowar, guerre de l'information, nourri par Al Jazeera d'ailleurs, chaîne qatari. On retrouve encore le Qatar qui n'est pas simplement présent dans la Coupe du monde de football. Dans l'histoire qatari, on a eu un montage médiatique qui nous expliquait qu'il y avait des massacres à Benghazi, qu'il y en avait accessoirement à Tripoli aussi. Monsieur Bernard-Henri Lévy s'est fait le porte-parole de Al Jazeera. Il a même été prouvé qu'il avait perçu de l'argent pour faire ce type de travail. Là aussi, la justice ne s'est pas intéressée trop aux relations qataries de monsieur Bernard-Henri Lévy. Bref, à la suite de ça, les Français et les Britanniques, deux puissances coloniales notoires dans le passé, ont poussé les Américains et l'OTAN à intervenir. Mais souvenons-nous que Obama, qui était un type un peu plus subtil que ses prédécesseurs et successeurs, n'était pas un enfant de cœur pour autant. Il avait comme doctrine le leading from behind. Ça veut dire le pilotage par l'arrière. Hein? Le pilotage par l'arrière, c'est-à-dire au lieu de faire du George W. Bush, on envoie les GIs en première ligne avec les Canadiens et les Britanniques, qui sont toujours des opérations, et les autres suivent. Obama, il avait une idée plus subtile, on envoie les copains et les alliés en première ligne, et nous, on soutient. Soutien par l'arrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Britanniques et les Français sont allés foutre le chaos. Ils ont tué une partie du peuple libyen. Ils ont tué le président Kadhafi et tout ce qui était autour. Bon, si ça, c'est pas du colonialisme, avec un argument d'une hypocrisie sans nom qui a été la A2P, responsabilité de protéger. Donc, au nom de massacres fictifs à Benghazi, on a massacré réellement des Libyens dans ce pays. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et alors qu'il y avait une médiation de l'Union africaine qui était en cours. C'est-à-dire que les initiatives régionales, au lieu d'avoir leur mot à dire, et en l'occurrence l'Union africaine pour régler un problème africain, eh bien, on a eu deux puissances extérieures, soutenues par une troisième, qui sont allées s'ingérer. Donc là, vraiment, en termes de leçons de colonialisme, je crois que la France n'a pas de leçons à donner sur son histoire récente. Troisième point, la troisième voie. Moi, j'entends une réminiscence du blairisme. Blair et Schröder avaient essayé de dresser une troisième voie qui se présentait comme équidistante entre le capitalisme sauvage et le socialisme à l'ancienne. Ils appelaient ça la troisième voie. En réalité, on a vu ce que Tony Blair a fait. C'était du Thatcher en gros, plus l'accompagnement des États-Unis en Irak. C'était quand même pas très glorieux. Une remarque toujours sur la sémantique, quand M. Benatala a cité le marchand de mémoire, j'avais envie de dire que c'était plutôt un marchand de sommeil. C'est-à-dire il a une capacité à anesthésier les gens en vendant le sommeil. Autre remarque sur l'échec de Macron. Et alors, M. Benatala a raison de dire qu'un des b.a.-ba de la diplomatie, c'est d'évaluer sa marge de manœuvre et éventuellement de l'élargir. Or, la diplomatie française, elle a fait exactement le contraire. Elle n'a pas élargi sa marge de manœuvre, elle l'a restreinte. À partir du moment où on se mettait et dans Maastricht, dont je rappelle que Maastricht, traité initial constitutif de l'Union européenne dans sa forme actuelle, a inscrit dans le marbre l'adhésion à l'OTAN, dont la direction est notoirement américaine. Autrement dit, on a une institution politique qui se présente comme européenne et qui inscrit dans sa constitution, ou sa pseudo-constitution, en tout cas un texte qui se voulait avoir un prolongement constitutionnel, ça n'a pas marché, le fait qu'on se plaçait sous la direction militaire du président des États-Unis d'Amérique. Je reviens sur un autre point, sur la marge diplomatique et sur la marge de manœuvre qu'on veut acquérir. Il y a effectivement l'OTAN, mais on peut prendre d'autres questions. La francophonie, par exemple, qui est un chantier qui pourrait être intelligent. S'il était mené de façon intelligente et non coloniale, non franco-française. La francophonie est partagée par un certain nombre de pays pour des raisons historiques, culturelles, et c'est incontestablement une utilité.
Mais M. Macron n'en a rien fait d'intelligent. Il est allé soutenir la candidature d'une ancienne ministre rwandaise qui, alors que le Rwanda a inscrit l'anglais comme langue nationale obligatoire. Bon, même pas le bilinguisme. Donc on pourrait quand même attendre contre la Canadienne qui cherchait à se représenter et qui avait essayé, elle avait des défauts, elle n'était pas parfaite comme tout le monde, mais elle avait essayé de faire une diplomatie francophone et non pas simplement française, mais en disant on va essayer de faire travailler ensemble un certain nombre de pays. Bon, ça n'a pas marché. Donc je crois que ça, c'est particulièrement un échec. Un autre point qu'a souligné M. Benatala, c'est la politique monétaire. Comparaison, là encore, De Gaulle et son successeur ou ses successeurs. Il faut savoir que les Américains ont été condamnés à abandonner le dollar pour plusieurs raisons. D'abord parce que le budget ne suivait pas à cause de la guerre du Vietnam et il fallait faire travailler la planche à billets. Mais deuxièmement parce que De Gaulle, qui lui avait de la suite dans les idées, et ses ministres, était en train en permanence d'exiger de l'or en vendant du dollar, puisqu'à l'époque il y avait la convertibilité, et il a dit aux Américains, puisque c'est convertible, donnez-moi de l'or. Donc il y avait des bateaux qui livraient des billets de dollars, et les Américains devaient, au nom de cet accord, les payer du dollar. Et la France, comme fait la Chine actuellement, et comme fait la Russie actuellement, elle stocke de l'or. Et l'or, c'est concret. C'est pas une monnaie fictive, c'est pas une crypto-monnaie, c'est pas une monnaie dont on peut dire du jour au lendemain, on s'en sort, c'est notre monnaie et c'est votre problème. On a une valeur sûre. Donc, c'est quand même la grande différence avec ce que fait Macron. Donc, voilà les quelques réflexions que je voulais faire. Et dernier mot quand même important, sur la nouvelle architecture. Moi, je crois qu'il faut revenir à l'erreur de l'après-guerre froide. Il y a eu une fenêtre de tir qui a été possible, et notamment le sommet de l'OSCE de 1990 à Paris. À Paris, il y a quand même eu 34 pays qui ont acté un certain nombre de résolutions de travailler ensemble à une nouvelle architecture de sécurité autour de l'OSCE. Rappelons quand même que dans l'OSCE, même si ça s'appelle Europe, il y a le Canada, il y a la Russie et il y a les Américains. Les États-Unis. Et puis évidemment les pays européens. Bon, tout ça c'est resté vœu pieux parce que sous la direction des États-Unis d'Amérique, on a voulu jouer le rapport de force et on a voulu jouer la sécurité occidentale au détriment des autres. Au lieu d'avoir une architecture collective de sécurité, c'est la charte 1, c'est l'article 1 de la charte des Nations Unies, c'est effectivement travailler, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et écarter les menaces à la paix. Des mesures collectives efficaces. Collective, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire l'Ouest et l'Est, ça veut dire le Nord et le Sud. Or, toute la discussion autour de l'extension de l'OTAN s'est faite au nom de mesures occidentales de sécurité et non pas de mesures collectives, ce que les Russes n'ont pas arrêté de répéter, et notamment le président Poutine au sommet de Munich en 2007, où il a dit « ça suffit maintenant, ça suffit les provocations ». Donc je crois qu'on avait l'occasion dans ces années-là de faire autre chose, et au lieu de ça, on a voulu polariser l'agressivité et renforcer la suprématie occidentale et les guerres de Yougoslavie. La guerre contre la République fédérale de Yougoslavie a été l'illustration de ça. Avec l'histoire du Kosovo, on a dit que ce n'était pas un précédent, mais non, c'est pas grave. En réalité, c'est un argument qui a été donné aux Russes pour faire ce qu'ils ont fait et en Crimée et dans le Donbass et ailleurs, en disant mais le modèle kosovar, c'est vous qui l'avez inventé. Donc voilà les réflexions que j'ajouterais. On a loupé une occasion, et M. Benatala a raison, il est en retard, Macron. En retard ou en avance, mais il n'est pas dans le timing. Parce que la France s'est privée de cette marge de manœuvre en oubliant de jouer son rôle d'une politique gaullienne. Une politique gaullienne, ça consiste à défendre les intérêts du pays, pas se mettre à la remorque des autres, et pour ne pas se mettre à la remorque des autres, avoir des bonnes relations avec l'Est et avec l'Ouest. Et on ne l'a pas fait du tout. Donc voilà ce que je trouve une erreur, et c'est pour ça que je voulais vous recommander ce petit livre précieux de Jean de Glignasti, qui est un ancien diplomate
français qui a été consul général de France à Jérusalem, ambassadeur à Dakar, Brasilia et Moscou, qui s'appelle La diplomatie au péril des valeurs, avec des guillemets à valeurs. C'est-à-dire qu'on cite beaucoup les valeurs, ça aussi c'est dans le vocabulaire macronien et occidental en général. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un masque. Le masque des valeurs cache les pires affaires de défense d'intérêts égoïstes et non pas d'intérêts partagés. Monsieur Le rôle d'une Kalish. diplomatie, c'est de défendre des intérêts, mais ces intérêts peuvent être noblement défendus s'ils sont partagés, s'ils sont négociés, et non pas s'ils sont imposés. Voilà ce que je voulais ajouter en complément. Monsieur Kalish. Je voudrais en profiter. Attendez, Monsieur Benatella, 2 secondes, s'il vous plaît. Monsieur Galis, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le Rwanda, j'aimerais que vous réagissiez, parce que j'ai pas eu l'occasion, même en privé, j'allais dire, entendre votre réaction par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était quand même incroyable. Le 5 décembre, si mes souvenirs sont bons, c'était le 5. L'Union européenne débloque 20 millions d'euros pour Paul Kagame, pour l'armée rwandaise, sans aucun préalable, sans aucune condition. Le même moment, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le timing, mais aussi le 5, je pense juste après cette annonce, cette déclaration officielle du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles de débloquer ces 20 millions à l'armée rwandaise. Au même moment, je disais, ou un peu avant ou un peu après, je ne sais pas, mais le secrétaire d'État américain, pour la première fois depuis le conflit en Afrique de l'Est, au Congo, hein, à Kinshasa, il dit, il s'adresse directement à Paul Kagame, et je rappelle qu'il est Tutsi, et il lui dit, il faut arrêter les massacres dans le Kivu, dans l'Est du Congo, la RDC. Ma question, là, il y a une ni synchronisation, ni coordination entre les Européens et les Américains. Alors du coup, le président congolais a sauté dans le premier avion, je pense hier ou avant-hier, en tout cas il y a quelques jours, en Amérique. Il vient de conclure une série de contrats commerciaux avec les États-Unis. Et du coup, les Européens, rien du tout, zéro à gauche dans tous les domaines. Votre réaction? Et ils savent, les Européens savent depuis toujours que le groupe M23, qui a été d'ailleurs qualifié par le président congolais lui-même de groupe terroriste et qui tue. Et c'est franchement ce deux poids, deux mesures par rapport à l'Ukraine et par rapport au Congo, où depuis les années 90, les années 90, les Congolais meurent au vu plutôt et au su du monde entier. Plus de 6 millions de Congolais sont morts depuis les années 90. Une réaction par rapport à ça et on passera la parole à M. Benatala. Vous avez parfaitement raison. On est typiquement dans ce qu'on appelle une guerre par procuration. Le drame rwandais ou les drames rwandais, puisqu'il y a eu... Bon, on ne va pas reprendre toute l'histoire. Il se trouve que nous avons fait, ou j'ai pris une table ronde après coup, réunissant des protagonistes dans la région des Grands Lacs africains pour essayer de comprendre ce qui se passait et revoir un peu le rôle du vrai colonialisme. Il faut quand même se souvenir que cette espèce de construction factice de l'ethnicisation Hutu-Tutsi, sans parler du troisième peuple très minoritaire qui existe aussi, mais qui est tenu pour non protagoniste dans cette affaire. Mais pour en revenir à cette distinction, il faut savoir qu'à l'origine, ce n'était pas ethnique, c'était une division du travail où il y avait d'un côté les cultivateurs et de l'autre côté des éleveurs. Et c'est le colonisateur belge qui a fait inscrire en quelque sorte, en jouant les uns contre les autres, parce que c'est toujours le rôle du colonisateur de prendre un groupe pour manipuler l'autre ou pour dominer l'autre. Bon, les Français l'ont fait, et en Algérie et au Vietnam. Hein.
Les Vietnamiens avaient trouvé une peuplade résistante qui pouvait servir leur cause par hostilité aux autres. Bon, tout le monde l'a fait. Donc, on a ethnicisé ce conflit-là pour faire croire que c'était un conflit intérieur. D'ailleurs, les instituts de recherche, ils nous ont fait croire ça. En réalité, c'était un conflit inter- ou intra-impérialiste. Vous aviez sur ce terrain-là des intérêts français, des intérêts anglo-saxons, des intérêts chinois qui sont présents aussi, mais beaucoup plus discrets, qui se combattaient. Et la vérité sur le drame rwandais n'est toujours pas établie. Vous avez aujourd'hui deux vérités parallèles, en quelque sorte. Hein, les historiens ne sont pas d'accord en tout sur ces points-là. Donc je pense que vous avez raison. Vous avez raison de citer que le drame congolais est un drame passé sous silence par tout le monde, comme le drame du Yémen d'ailleurs, avec d'autres tenants et aboutissants. Mais au Congo, c'est typiquement le colonialisme et la forme économique de l'exploitation des ressources naturelles d'un pays par des sociétés multinationales qui payent des groupes armés paramilitaires, para-étatiques, non étatiques, pour semer la terreur. Et c'est vrai en RDC, c'est vrai jusque dans le Burundi voisin. Donc tous ces pays sont l'objet de guerres à répétition, de mouvements de troupes, et dans cette affaire-là, on ne dit rien. Et on continue à faire notre business sans passer par l'Union africaine. Le moins qu'on aurait pu attendre, puisqu'il y a une Union européenne, c'est qu'elle fasse ce genre d'opération en concertation avec l'Union africaine, qui, elle, a vocation à gérer un certain nombre de situations, voire de conflits, comme elle le fait de temps en temps d'ailleurs, et avec succès. Bon, là, on ne l'a pas fait, parce qu'on a voulu diviser pour régner, soit choisir les uns contre les autres, et puis en plus se faire blouser par les Américains, passez-moi l'expression, parce qu'il vaut toujours mieux s'adresser au boss. Quand on veut être le numéro 2, quand on veut se comporter en vassal, on est traité en vassal. Et donc on mérite ça. On pourra parler de Guaido tout à l'heure, si vous le souhaitez, parce que c'était une autre illustration de l'alignement sur la politique des États-Unis. Voilà ce que je pourrais dire en réaction. Moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé de voir à la tête de la francophonie cette dame à laquelle je ne suis pas opposé personnellement, mais je lui suis opposé politiquement par ce qu'elle représente, qui est une copine de Kagame. Voilà, il faut dire les choses clairement. Et Macron, il a joué le malin en faisant du Tony Blair, vous savez, la stratégie de la troisième voie, pour ça qu'il s'en inspire un peu, c'est aller tirer le tapis sous les pieds de l'adversaire. C'est un grand génie diplomatique, sauf que l'adversaire, il est parfois très lourd et il ne décolle pas du tapis. Donc finalement, cette pseudo-ruse, c'est une ruse de gamin de cours de récréation, et ça n'est pas digne d'une diplomatie, parce qu'on voit à l'usage que ça ne marche pas. Très bien. On passe à Monsieur Ben Atala. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, écoutez, vous m'aviez interpellé sur les... L'image, elle est fixe. Je ne sais... Ah, voilà, ça revient. Voilà. Allez-y. Elle est bonne, l'image. Allez-y. Oui, vous m'avez interpellé sur les illustrations que j'avais annoncées au début. Liban, Libye, Rwanda. M. Galis a analysé la chose sous un autre angle. Je reviendrai sous un angle différent. Mais avant de cela, je conclurai très rapidement ce premier volet sur le style et le profil et l'action diplomatique du président Macron. En rappelant deux choses, deux remarques finales. Le président Macron lui-même, a dit en introduction dans son discours devant le G20, les Français sont parfois arrogants. Ça a été très mal pris. Et il y a eu nombre de questionnements. Venant d'un chef d'État, cela signifie qu'implicitement, il reconnaît qu'il est peut-être arrogant, ce qu'il y est reproché notamment en Afrique. Rappelez-vous cette scène lors du sommet franco-africain, cette scène du ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui a épousseté sa veste lorsque, dans un geste de familiarité du président Macron envers ce ministre, il l'a pris par les épaules, et alors le ministre béninois a dû
je m'excuse de l'expression, mais malheureusement, c'est cela, dû le remettre à sa place. Donc, l'arrogance est là. Et puisque c'est le président français lui-même qui l'admet, eh bien, on la considère maintenant comme une donnée diplomatique. Deuxième remarque finale, c'est, je reprends là le titre d'un article du New York Times qui est paru à la fin de la visite du président Macron à Washington. Je l'ai sous la main. C'est un article du 16 octobre et qui dit ceci. Pardon. Macron, le perturbateur qui cherche sa direction. Je crois que cela veut tout dire. Le perturbateur, il faut le prendre dans le sens ironique, bien entendu, et qui cherche sa direction, seeks direction. C'est tout à fait clair, et je crois que les Américains, s'ils lui ont réservé un faste protocolaire, n'en pensaient pas moins, et cet article du New York Times, ce titre en tout cas, parce que le fond de l'article est très court, il n'y a pas eu grand-chose, mais le titre voulait tout dire. Donc ça, c'est pour conclure un peu ce premier aspect. Alors, sur les pays que j'avais annoncés, c'est la méthode du benchmarking diplomatique que j'ai dit qui est tout à fait, qui très souvent n'est pas applicable lorsqu'elle est mal déroulée. Et surtout dans un pays levantin où la négociation est un art, où la négociation est prend du temps, complexe, parce qu'il y a tout un background au Liban, je pense au Liban, tout un background historique, confessionnel, religieux, d'interférences étrangères, enfin, des variables qu'on ne peut pas toujours maîtriser, mais que le président Macron a pensé maîtriser lorsque dans sa visite à Beyrouth, le 6 août, juste après l'explosion donc à Beyrouth, dans le port, qui a causé énormément de dégâts et de victimes. Alors, le président Macron s'est présenté à Beyrouth pour témoigner la solidarité de la France, mais aussi dans un long discours que j'ai écouté attentivement, qui a déroulé devant une classe politique infiniment plus expérimentée que lui en matière de négociation et sur les problèmes complexes du Moyen-Orient. Il a cru bon de dérouler un benchmarking leur demandant dans le mois d'exécuter, de réformer la classe politique libanaise, de désigner un Premier ministre dans les 15 jours. Un agenda, c'est ça, un agenda des réformes. Donc réformer, révolutionner le Liban en l'espace quasiment 2 mois. Et il leur a dit, je reviens à la fin du mois et on va voir. D'ailleurs, je vous le recommande dans l'intérêt du Liban. Donc, réveillez-vous, faites-le vous-même. Et je reviens à la fin du mois pour voir ce qu'il en est. Il est revenu le 30 août, il n'en a rien été. Résultat, donc il faut confronter, comme l'a dit M. Galis, le dire et l'acte. Résultat, il n'y a pas eu de réforme. Les personnages politiques sont toujours les mêmes. Le Premier ministre n'a pas été désigné dans les 15 jours, mais il y a eu un nouveau Premier ministre désigné après, au bout d'une année. Donc, et dont le profil est exactement le contraire qui a été souhaité par le président Macron. Et la classe politique est toujours la même. Donc,